Bonjour tout le monde, toujours dans ce programme bien-être et bien sûr on ne parle que bien-être et ce bien-être a des principes, il a aussi des bases pour que les gens vivent en paix dans ce monde d'ailleurs devenu très pollué, très chimique, très dangereux. Et on parle, dans cet épisode on va parler de l'alimentation des enfants. Pas la nutrition, l'alimentation des enfants. Et je précise bien, parce que le mot nutrition actuellement, il est vide de sens. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui parle des protéines, des lipides, des glucides, des sucres, du fructose, qui mélange tout, alors qu'il n'a pas de base scientifique pour le dire, c'est-à-dire les sciences alimentaires. Il faut d'abord qu'il aille étudier les sciences alimentaires, la composition alimentaire, les caractéristiques des aliments, les propriétés des aliments, et puis la classification des aliments. Il y a des gens qui mélangent le sésame, le lin avec l'orge et avec le soya, avec les amandes et tout ça. Il faut que ce soit bien classifié, bien rangé, d'ailleurs tel que nous l'avons rangé sur Fake TV français. Et les aliments sont rangés en groupes et chaque groupe a des caractéristiques bien communes, bien sûr, mais des caractéristiques qui ne se trouvent que dans ce groupe d'aliments. L'alimentation de l'enfant, pas la nutrition, l'alimentation de l'enfant, il doit être une alimentation qui permet la croissance à l'enfant et qui ne permet pas certaines maladies, maladies entre guillemets bien sûr, parce que ce n'est pas une vraie maladie, parce que nous on entend par maladie l'augmentation de la température ou bien les angines ou je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est maladie dans un autre sens, c'est-à-dire que l'enfant ne se sent pas bien ou qu'il paraît anormal. Et on parle effectivement de quelque chose de précis. Ce que nous avons dit, nous allons parler des angines chez les enfants, nous allons parler aussi de la croissance chez l'enfant, et puis autre chose, les enfants. Mais dans cet épisode, on va spécialement parler de l'hyperactivité chez l'enfant. Hyperactivité, malconcentration, l'enfant ne se tient pas dans une place pendant 5 minutes. Ça c'est grave parce que si l'enfant a une hyperactivité, il ne va pas pouvoir suivre au moins ses leçons à l'école primaire, ses cours, ni même au lycée. Il y a des enfants actuellement à l'âge de 12 ans, 14 ans qui sont encore hyperactifs, mais surtout l'hyperactivité, c'est surtout dans les âges un peu bas, c'est les 4 ans, les 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Là, c'est les enfants qui sont hyperactifs. Là, l'enfant, il ne peut pas garder sa place pendant 2 minutes. Et ça, il y a des causes. Et ces causes, c'est d'abord certains composés qui viennent de la digestion, notamment la digestion du gluten et de la caséine, du lait, mais la caséine du lait de vache. Parce que le lait de vache, on a déjà parlé, le lait, les gens qui n'ont qu'à revenir sur la liste des vidéos, playlist, et il y a une vidéo sur le lait, et on a parlé le lait des 4 espèces. Et actuellement, il y a des gens qui disent n'importe quoi sur la caséine, mais ils ne précisent pas que c'est la caséine de vache. Il faut qu'ils précisent. La caséine de vache, c'est une grosse molécule, et surtout la alpha S1. Alpha S1 et S2, mais surtout la alpha S1, c'est une grosse molécule. Quand il est digéré, il donne des casomorphines, c'est un opoïde. Et ces casomorphines, bien sûr, elles provoquent cette hyperactivité chez l'enfant et ça gêne un peu le système nerveux, ça gêne beaucoup, upset. Et ça, c'est des produits qui proviennent des opoïdes, qui proviennent de la digestion de certaines protéines dans la caséine et bien sûr le gluten. Le gluten aussi dans des opoïdes, donc c'est des endomorphines. Et ces opoïdes, ils sont connus d'ailleurs, ils sont connus par, disons, l'action directe sur le système nerveux. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains médecins, et beaucoup de médecins en Europe d'ailleurs actuellement sont en train de bannir, d'interdire donc la caséine de vache pour l'enfant. Je dis bien la caséine de vache, je précise, parce que nous sommes des chercheurs. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des chercheurs. Et la caséine de vache, c'est un alpha S1 et c'est la bêta-lactoglobuline. Bêta-lactoglobuline alpha S1 provoque hyperactivité, allergie chez l'enfant. Ça, c'est connu, ça a fait l'objet de beaucoup de recherches et c'est connu d'ailleurs dans le domaine médical. Donc, caséine de vache, mais la caséine du dromadaire, donc tout au moins les pays qui consomment le dromadaire, d'ailleurs, qui est le meilleur lait, d'ailleurs, après le lait de la jument, le lait de la maman, bien sûr, c'est le premier, puis la jument et la chamelle, c'est le premier vacher, puis la brebis, la chèvre. Le lait de brebis, le lait de dromadaire, le lait de chèvre, un peu plus ou moins, bon, on a le lait de chèvre, mais pas le mi-chèvre, parce que le lait de chèvre, il est toujours mélangé avec le lait de vache, ou le fromage de chèvre est toujours mélangé avec
le lait de vache pour faire le mi-chèvre. Non, le lait de chèvre, s'il existe, hein, s'il y en a, ou le lait de brebis. Le lait de dromadaire, il est le meilleur, mais il ne provoque pas cette hyperactivité parce qu'il n'y a pas d'alpha-S1, il n'y a pas de bêta-lactoglobuline dans le lait de dromadaire. Il n'y en a pas, très peu, bon, une petite teneur comparé au lait de vache. Et le lait de vache avant, c'était un bon lait lorsque les vaches broutaient de l'herbe et lorsqu'il y avait le pâturage. Bon, le pastoralisme actuellement, il se sert, mais il n'y a pas de pâturage actuellement dans beaucoup de pays, surtout les pays d'Europe, il n'y a pas de pâturage, très peu. Bon, mais c'est surtout les concentrés qu'on donne à la vache actuellement. Et actuellement, on souffre de trop de méthane dans ces pays où il y a la vache. L'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France et tout ça, hein, c'est des pays où il y a beaucoup de vaches, il y a une bonne vache de lait, hein, c'est l'Holstein, la Montbéliard, etc. Il y a beaucoup de variétés qui donnent de lait et actuellement ils souffrent de la production de méthane. Il y a une grande production de méthane. Donc pourquoi? Parce qu'il faut la formule alimentaire actuellement qui donne à la vache, c'est une formule qui génère beaucoup de méthane, alors qu'avant il y avait moins de méthane. Et l'animal qui ne génère pas de méthane, c'est le dromadaire. Il y a zéro méthane, justement parce qu'il est encore en pastoralisme, il est encore en pâturage. La caséine qui provoque là, c'est l'enfant. Je m'excuse si je sors un peu, mais bon, c'est toujours des informations, hein. Tout au moins pour la culture, pourquoi pas. Et les autres constituants que l'enfant actuellement consomme beaucoup, c'est surtout les colorants et certains produits de cuisson. Les colorants, c'est la tartrazine, bon, qui est la plus utilisée parce qu'il a une couleur jaune et on la trouve dans les bonbons, dans la confiserie, dans beaucoup de choses, la tartrazine, même dans les produits, même dans les sirops de pharmacie. Il y a certains sirops qui sont d'ailleurs colorés par la tartrazine et même les produits alimentaires industrialisés, là où on ajoute la tartrazine. Donc la tartrazine, c'est un composé chimique, c'est un colorant qui provoque l'hyperactivité chez l'enfant et aussi l'allergie. Il provoque même la résistance à l'aspirine. Donc, et puis, l'allergie à l'aspirine, pas la résistance, c'est la résistance à l'insuline. Et puis, on a les produits de cuisson qui sont l'acrylamide. Et l'acrylamide, il se trouve dans les frites et dans les chips. Il y a certains chercheurs qui ont commencé à parler de cet acrylamide dans le pain. Non. Parce que l'acrylamide, exactement, la réaction chimique exacte, l'acrylamide provient de l'amidon chauffé dans la matière grasse à une température qui dépasse 100 degrés. Et c'est d'ailleurs le procédé des frites et le procédé des chips. C'est l'amidon de la pomme de terre chauffé dans l'huile. Parfois c'est les d'eau. En Europe, on utilise de lard ou les d'eau et tout ça pour faire la friture ou les chips. Et là, l'amidon est cuit en matière grasse à 250 degrés, parfois même plus, 280 degrés. Là, il donne l'acrylamide. Donc c'est ça. Mais ce n'est pas les mélanoïdes. Il y a certains chercheurs qui confondent avec les mélanoïdes. Les mélanoïdes, c'est la réaction des sucres réducteurs avec les acides aminés terminaux de certaines protéines. Là, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Là, c'est les mélanoïdes, c'est le brunissement, ce qu'on appelle le brunissement non enzymatique des aliments. Parfois, il est recherché, surtout dans les biscuits. Parfois, il n'est pas recherché, surtout dans le lait. Okay. Et là, les peroxydes, un peu plus ou moins, ils sont impliqués aussi dans cette hyperactivité. Pourquoi? Parce que c'est une intoxication. Et il y a les grandes choses là, il faut que les mamans fassent attention à ça. C'est les produits donc, de cuisson, surtout les fritures, la pomme de terre, hein, les frites et les chips, surtout ces deux, là où il y a l'acrylamide en grande quantité. C'est la caséine du lait de vache et les produits laitiers, bien sûr, hein, tous les produits laitiers, que ce soit fromage ou yogourt, tout ça. Hein, bon. Et puis la confiserie, les gaufrettes, le chocolat, les trucs là qui contiennent des colorants qui sont la tartrazine et un peu plus ou moins le monosodium glutamate aussi. Le monosodium glutamate, il est carragénane. Bon, ça, là, il provoque. Mais surtout les colorants. Tous les colorants, c'est de 101 jusqu'à 187. Donc ça, c'est la liste des colorants. Les colorants, c'est E1. Hein, parce qu'on a un 1, on a un 2, un 3 et un 4. Bon, et là, le E100, 101, 102, 120, 132, 140, 145, etc., là, c'est des colorants. Quand vous voyez E100 quelque chose, c'est un colorant. Et tous les colorants, ils ont ça. Mais surtout la tartrazine, le sansetielo, l'arorarouide, ça, c'est les colorants les plus utilisés, que ce soit dans les cachers ou dans certaines limonades, les soft drinks, ou que ce soit aussi dans les bonbons et dans la confiserie. Donc, les colorants, la caséine, l'acrylamide des chips et des frites, et on ajoute un quatrième qui est encore plus dangereux, c'est les métaux lourds. Les métaux lourds, ils provoquent aussi une hyperactivité. Actuellement, on a un grand problème en Amérique et en Europe avec l'arsenic. Il y a un seul aliment où on craint un peu plus d'arsenic, c'est le riz, comme le mercure dans le poisson d'ailleurs.
Mais l'arsenic avec le cadmium, et le cadmium il est partout parce que ça existe dans les pesticides, hein, ça existe aussi dans les herbicides et les pesticides. Il y a même dans les fertilisants, c'est des peintures, dans les piles là, de vos appareils, etc. Hein, le cadmium, on a aussi le plomb, l'aluminium, plomb, aluminium, cadmium, arsenic, mercure. Plus ou moins les autres métaux aussi quand ils se trouvent en grande quantité, notamment le cuivre et le fer. Donc quand ils se trouvent en grande concentration, le cuivre actuellement est ajouté dans l'alimentation de certains animaux tels que le poulet. Là, il faut se méfier des causes de l'hyperactivité. Allez avec votre enfant chez un pédiatre pour lui demander un médicament parce que l'hyperactivité, ça n'existe pas. Il faut d'abord arrêter les causes de la maladie et aller voir un pédiatre. Nous, on ne conseille pas les gens d'aller voir le pédiatre pour les maladies, mais d'abord arrêter les choses que vous pouvez faire. C'est arrêter de couper ça d'abord à votre enfant et il n'y aurait pas de problème. Parce que même les instituteurs chez nous au Maroc, tout au moins, bon, c'est ma société, je connais bien. Il y a actuellement des instituteurs et des institutrices actuellement qui souffrent avec les enfants qui ont l'hyperactivité. Et parfois, on convoque les parents et on leur dit que votre enfant n'arrive pas à suivre, il faut le prendre, il faut aller chez un psychiatre. Non, ce n'est pas le psychiatre, c'est tout simplement une chose alimentaire. C'est pourquoi j'ai dit alimentation, pas nutrition. Il y a une grande différence parce que quand on dit alimentation, on parle aliments, on parle lait, viande, légumineuses, céréales, etc. Quand on parle nutrition, on parle protéines, gras, les sucres, on parle vitamines, on parle fibres, etc. etc. C'est pas la même chose. Mais moi, je préfère parler alimentation parce que quand on parle lait, les gens comprennent bien. Mais quand on dit protéines, bah, c'est quoi? Bon, tout de suite, c'est les viandes. C'est pas les viandes. Les protéines, c'est pas les viandes. Hein. C'est les mauvaises protéines d'ailleurs. Les protéines, c'est aussi le poisson et c'est aussi les amandes, hein, les fruits secs et c'est aussi les céréales. Les céréales, c'est 10 à 12% de protéines. Et c'est les légumineuses. Les légumineuses, c'est 22% de protéines. Et d'ailleurs, les bonnes protéines. Hein, c'est les légumineuses. Et les céréales, elles ont un niveau suffisant pour que les gens vivent en paix, hein, sans obésité, sans rien du tout. Là, ça d'abord, il faut ça d'abord. Hein, maintenant, il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est les ondes électromagnétiques, et c'est tout ce qui est ondes, pas uniquement électromagnétiques, oui, mais tous les ondes, y compris donc, les ondes donc, des téléphones portables, là, des GSM, et les ondes aussi des appareils avec lesquels votre enfant joue. Et ça... Cette allergie donc aux ondes électromagnétiques qu'on a qualifiée, bon c'est les Américains qui l'ont qualifiée d'ailleurs, c'est électromagnétique allergie. Et ça c'est connu, il y a une allergie à ces ondes électromagnétiques et parfois on a ces ondes elles provoquent une descente donc de la vitamine D. Pourquoi? Parce que le calcium il s'ionise. Quand il s'ionise, il est perdu et quand il est perdu au niveau du rein, il y a une rupture, il est perdu. Donc on a ce problème de fixation du calcium, problème de contraction. Et problème aussi sur le système, parce que sans calcium, magnésium, on n'a pas de régulation donc, de l'influx nerveux. Il n'y a pas de régulation, on a un problème. C'est soit dépression, soit... et le calcium, il joue 4 ou 5 rôles. C'est un activateur d'enzymes, c'est l'os et les dents, c'est aussi la contraction donc, des muscles, et c'est aussi l'échange au niveau des neurones. Donc, et là, il travaille avec autre chose. Il travaille avec le magnésium, il travaille aussi avec les neurotransmetteurs, avec la choline, avec la sérotonine, avec mélatonine, pas sérotonine, parce que la sérotonine est transformée en mélatonine. Et là, c'est simple, mais on va rester tout le temps à aller chercher un spécialiste, ou je ne sais pas quoi, un psychiatre et tout. Mais parfois, quand l'hyperactivité elle est extrême, si l'enfant il ne peut pas se tenir, dans une place. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a certains autistes, c'est des enfants autistes. Les enfants autistes d'ailleurs ils sont tout le temps en mouvement, ils ne peuvent pas donc s'asseoir, parfois ils ne peuvent pas. Et pourquoi? Parce que c'est des entités qui gênent un peu ces enfants. Et c'est la liste des aliments qu'il faut couper aussi aux enfants autistes. Et d'ailleurs, on a commencé à couper le lait, heureusement. On coupe actuellement le lait, la caséine, donc aux autistes. Et puis on coupe autre chose aussi, les oxalates. Pourquoi? Parce que ces composés-là, ils font l'hyperactivité. Il est autiste et plus l'hyperactivité. Au moins, on atténue un peu, au moins on arrête les aliments qui provoquent l'hyperactivité pour rester avec l'autisme. Donc il y a autre chose, l'autisme c'est autre chose. Là, le corps ne se détoxifie pas, il n'arrive pas à rejeter ces toxines, bon, ces métaux lourds, etc. Mais déjà, l'hyperactivité, c'est ce qu'il faut hein, pour que votre enfant soit bien établi. Et il faut y penser. Hein. Il faut y penser parce qu'il y a des causes. De toute façon, il n'y a pas une maladie qui tombe du ciel, il y a des causes. Et quand on connaît les causes, moi,
disons, cette méthode, je préfère enseigner aux gens comment, disons, se comporter avec une maladie ou comment, en cas de maladie, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je préfère enseigner aux gens parce que ça, sur le long terme, mieux que de donner comme ça des trucs, ah, tu fais ci, tu bois ça, tu prends ça, c'est petit devant, mais quand on enseigne ces choses, quand les gens comprennent bien la maladie d'où ça vient, ça reste, c'est un enseignement, ça reste. Ils peuvent même eux-mêmes recommander, peuvent même, disons, donner des conseils à l'entourage et tout, surtout quand on a des gens qui ont un bon niveau, hein, une licence, un master et tout ça, et qui comprennent ces choses. Donc on ne voit pas, nous, disons, on ne voit aucun inconvénient à ce que ces gens-là commencent d'ailleurs à débattre ces choses, à discuter ces choses et puis à recommander donc ces bonnes choses, et surtout les gens qui sont impliqués directement, comme les naturopathes, comme les médecins, Alors, il faut quand même revenir à ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça aide dans le métier, parce qu'ils vont travailler à l'aise, les médecins, ils vont travailler à l'aise. Quand ils connaissent les sciences alimentaires et la nutrition, ils travaillent à l'aise. C'est un ajout. C'est un ajout à la médecine, donc on augmente donc, les chances donc, de la guérison pour l'individu. Donc j'espère bien que les gens au moins aient une idée de ça, Inch'Allah. À un autre épisode. Salam alaikum.